Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Il y a encore moins de 2 mois, les deux étaient en prison. Et personne ne pouvait alors dire ce qui deviendrait. Aujourd'hui, l'un est président de la République et l'autre son Premier ministre. Nous sommes au Sénégal et nous parlons d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le deuxième, désormais élu 5e président de la République du Sénégal, a prêté serment le 2 avril dernier et a juré devant le peuple souverain du Sénégal de remplir fidèlement les tâches de président de la République. Mais quel regard porter sur les premiers pas des 2 hommes propulsés à la tête de l'exécutif sénégalais par leurs compatriotes? Quels sont leurs défis et surtout comment va s'articuler, se décliner la rupture annoncée? 3 invités avec moi pour en parler. Ibrahima Dia, vous êtes avocat au barreau de Limoges en France, président du mouvement Front Populaire Génération de Rupture. Vous vous dites encore méfiant. Méfiant êtes-vous vis-à-vis du nouvel exécutif sénégalais. Vous avez soutenu la candidature de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, candidat malheureux à la dernière présidentielle dans votre pays, le Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous dire le regard que vous posez sur les premiers pas d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci, M. Tokbe. Abdou Cissé, vous êtes actuaire consultant, économiste des industries, de la finance et de l'assurance, mais vous avez aussi des compétences en matière d'analyse des contrats internationaux. Et nous parlerons de contrats dans cette émission puisque le nouveau président sénégalais veut renégocier plusieurs contrats conclus entre le Sénégal et des partenaires internationaux sous le régime Macky Sall. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous remercier, M. Tokbe. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, analyste politique. Êtes-vous également le secrétaire général du parti, est devenu président de la République et le président du parti est devenu son Premier ministre. Alors comment va s'organiser la collaboration entre les 2 têtes de l'exécutif sénégalais? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci, les gens. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais. Vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation. Nous étions le 2 avril 2024 et c'est par ces mots que le président du Conseil constitutionnel sénégalais a investi le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et l'homme, dans son discours d'investiture, alors, avait tenu à rendre hommage à ces nombreux Sénégalais qui sont tombés sous les balles des policiers sénégalais lors des répressions. Non, sans avoir une idée, une pensée pour les blessés et pour les amputés, dont certains étaient à son investiture en fauteuil roulant. Extrait du discours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à son investiture. Le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi le 5e président de la République du Sénégal. Et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. En définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Brice Nzamba, très rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est important.
de revenir sur ce point. Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais. Nous étions en mars dernier. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye venait d'être élu. Les Sénégalais, une fois encore, venaient donc d'apporter la preuve qu'on peut organiser une élection transparente et équitable en Afrique. Oui, je pense que le peuple sénégalais nous a fait la démonstration, contrairement à ce que pensait le président Jacques Chirac, que les Africains ne sont pas mûrs pour la démocratie. Donc, une fois encore, on a pu voir que quand le peuple est suffisamment mûr pour avoir conscience de ses droits et qu'il est mis en situation d'exprimer sa volonté, parce qu'il y a aussi ça. Il faut que l'expression de la volonté du peuple s'efface dans un cadre qui est transparent pour assurer la sincérité de la volonté, donc de l'expression de la volonté. Et c'est ce qui s'est passé au Sénégal, c'est-à-dire qu'il y a eu cette possibilité pour le peuple d'exprimer sa volonté dans un cadre transparent pour assurer cette sincérité-là et pour que la volonté soit exprimée et ne soit pas entachée d'irrégularité. Donc il faut remercier, en fait, il faut féliciter le peuple sénégalais, il faut féliciter aussi l'élite sénégalaise, celle qui a eu la responsabilité d'organiser des élections. Et quand je dis l'élite, je ne parle pas que de ceux qui sont arrivés au pouvoir, mais aussi ceux qui ont candidaté et qui ont joué le jeu de la démocratie. En acceptant leur défaite. En reconnaissant l'élection du président Diomaye, en reconnaissant leur défaite. Et tout ça, ça a permis à chacun, puisque dans un pays, pour que la démocratie avance, il faut que chaque membre de ces pays, donc surtout les cadres, les élites, puisque ce sont les élites qui représentent les peuples, chacun doit respecter les règles, jouer le jeu. Et quand le peuple s'exprime, il faut, quand on respecte le peuple, on respecte son choix. Je pense que c'est ce qui s'est passé au Sénégal. Et une fois encore, au Sénégal, on nous a prouvé que les Africains peuvent, quand leur élite est suffisamment mûre pour respecter les règles du jeu, peuvent bénéficier de la démocratie. Et on peut organiser une élection en étant au pouvoir et la perdre. Et la perdre, et partir. Absolument. C'est ce que nous avons vu au Sénégal. Sans faire de la psychanalyse ou de la philosophie, Abdou Cissé, je l'ai dit, il y a moins de 2 mois, les deux là étaient en prison. Aujourd'hui, l'un est président de la République et l'autre son Premier ministre. C'est aussi une leçon de vie, quelque part, non? Exact, une vraie leçon de vie. Et comme il vient de le dire, il faut remercier le peuple sénégalais, remercier les élites du Sénégal et comprendre que ce qui se passe au Sénégal, il faut se déplacer dans les autres pays africains pour voir l'ampleur. De par mon travail, je me déplace beaucoup. Bien sûr. Mais quand j'étais au Cameroun, quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand j'étais au Rwanda, ces derniers temps, depuis qu'on a élu M. Diomaye Faye comme président de la République et M. Sonko Premier ministre, je vois l'attente des jeunes. Moi, j'ai vu des jeunes ivoiriens dire « On est content de voir Sonko venir parce que c'est l'Afrique qui va changer. » Oui. Donc, ce qui se passe au Sénégal, c'est en fait... Ça a un écho, mais c'est un écho, sur tout le continent. Mais c'est le début du fédéralisme à l'africaine. C'est le début du fédéralisme tant souhaité par des Cheikh Anta, des Nkrumah, mais on en est au début. Mais prions tous les dieux pour que ça aille jusqu'au bout. C'est important de revenir sur ces 2 premiers points. Entrons dans le vif du sujet. Maître Ibrahima Dia. Je sais, vous avez soutenu Amadou Ba. Mais là, on voit un président qui ne savait même pas qui serait président il y a 2 mois, mais qui, on le sent, on le voit, est très rapidement entré dans ses habits de président. La posture est là, la gravité, la solennité de la voix dans le discours est là. C'est très frappant. C'est très frappant, bien évidemment. Mais Richard, qu'il me soit permis, parce que tout à l'heure, j'ai vu que vous avez une émission avec nos parents rwandais. C'est ça. À l'occasion de la commémoration, effectivement, des 30 ans du génocide. Absolument. Donc, qu'on s'inscrit dans cet hommage aussi à ces victimes. Également, hier, au Sénégal, il y a eu 14 morts lors d'un accident. Donc, également aussi profiter de cette occasion pour rendre hommage à ces victimes. Absolument. Voilà. En même temps, ce qui en dit long sur notre conscience citoyenne en termes de responsabilité et de respect. Parce que la prolifération des accidents en Afrique, il y en a beaucoup. Par contre, revenant sur
la question que vous avez posée, bien évidemment. Comme le disait l'autre, le sacre fait le roi. Mais là, on l'a vu. Mais quand même, au début, il a été moqué de par le ton, ton qui n'était pas... D'ailleurs, bon, moi, je ne m'étais pas dans cette logique-là. Je n'étais pas dans cette logique parce que la preuve, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a démontré que, voilà, que le manteau n'était pas lourd et il le portait. Par contre, cependant, au-delà des éléments symboliques, force est de constater que, d'ailleurs, je vous ai envoyé la vidéo, il y a une vague de nominations. Absolument. De dernier conseil des ministres. On va en parler ministres. tout de suite, d'ailleurs. Voilà, donc là-dessus, moi, je suis un peu... je me suis dit, je ne critiquerai pas, mais les actes qui sont posés, factuellement, méritent d'être analysés et je pense que d'être appréciés. Et là, je suis un peu dubitatif. C'est très intéressant ce que vous dites. Très intéressant. Président Zamba. Nous sommes aujourd'hui le 26 avril. Il y a 2 jours, c'est-à-dire le 24 avril, le nouveau président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé à 17 nominations. J'ai là sous la main un article d'un confrère sénégalais qui, à l'instar de Maître Dia, est très critique vis-à-vis de ce premier pas, de cette nomination. Toutes les émissions précédentes que j'ai faites sur le Sénégal, la critique constante, la critique récurrente et principale que faisaient les opposants d'alors, c'est-à-dire les partisans d'Ousmane Sonko, c'est que le président Macky Sall ne fait que nommer ses copains à la tête des postes importants de l'État sénégalais. Et là, le président nomme 17 Sénégalais à des postes de responsabilité et la critique tombe déjà. Est-ce qu'ils peuvent échapper à cette critique? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèque même à l'animation de la vie politique? Autrement dit, est-ce qu'il est possible de gouverner avec des adversaires politiques? Je pose la question d'autant plus qu'à la page 2 du programme du PASTEF, le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye promettait aux Sénégalais qui fera en sorte qu'il y ait une administration non inféodée au pouvoir politique. Et là, nous y voilà. Oui, mais en fait, je pense qu'il faut distinguer les nominations politiques qui sont faites avec l'administration dans son fonctionnement. Voilà. C'est-à-dire que quand on fait la politique et qu'on prend le pouvoir, ou que vous avez le pouvoir à l'occasion des élections, comme c'est le cas au Sénégal, on a un projet à concrétiser ou à exécuter. Et le projet politique qu'on porte et qu'on doit exécuter, en général, on l'exécute avec des personnes qui vous accompagnent dans votre lutte politique, en général. Pourquoi? Parce que, 1, vous partagez les mêmes idées, 2, vous avez la même vision politique, donc c'est auprès des gens avec lesquels vous êtes dans le compagnonnage politique que vous pouvez espérer avoir les plus grands serviteurs de votre projet. Donc ça, c'est tout à fait cohérent et logique. Maintenant, on peut, dans le cadre d'une stratégie politique d'ouverture, avoir des personnes qui ne sont pas de votre bord politique, mais qui sont disposés à accomplir, à exécuter votre projet politique. Vous pouvez donc les faire entrer dans le jeu de l'exécution, en les nommant aussi, ce qui n'est pas impossible. Alors moi, je pense que dans un système démocratique, c'est normal qu'il y ait des critiques. S'il n'y en avait pas, je serais complètement étonné. C'est normal qu'il y ait des critiques. Alors, comme on dit souvent, la critique est facile, mais l'art est difficile. Vous voyez? Et la vraie question qui se pose, c'est est-ce que les personnes nommées sont compétentes ou pas? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et Dia répondra tout à l'heure. On ne peut pas le savoir aussi longtemps qu'on ne les a pas vus à l'œuvre. Donc je pense que c'est un peu... Ah non, le profil est important aussi. Oui, mais pourquoi? Le profil, on les tient par rapport à quoi? Au diplôme ou par rapport à quoi? C'est intéressant. Parce qu'il y a le diplôme, c'est bien, surtout chez nous en Afrique francophone, on déifie beaucoup le diplôme. Mais en France, vous avez eu quand même un Premier ministre ici qui s'était suicidé, qui n'était pas du tout diplômé, mais qui s'était par sa connaissance, il avait une connaissance livresque, un grand technicien, un grand serviteur de l'État. Voilà, absolument. Donc je pense que c'est bien qu'il y ait des critiques, c'est tout à fait normal dans une démocratie. Mais je pense que c'est un peu prématuré. On a toute coutume à laisser 100 jours au premier gouvernement. Hein, il y a la coutume de 100 jours. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, mais puisque
C'est vous. Moi, j'ai posé la question à Maître, il est analyste politique, il est non sénégalais, donc j'ai voulu avoir sa réponse objective. Ouais. Le principe, il a posé. On comprendra même que certaines critiques faites à Macky Sall étaient au fond de fausses critiques, puisqu'il faut gouverner avec les gens avec qui on est d'accord. Cheikh Mamadou Abi Boulaye Dieye devient directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne. Bakary Sega Batil devient le directeur général de l'agence pour la promotion des investissements et des grands travaux. Wali Diouf Bodiang devient le PDG du port autonome de Dakar. Mon confrère et doyen Pape Alé Niang, lui, il a fait la prison aussi. Hein. Et il a même écrit un livre Scandale au cœur de la République, qui lui avait valu la prison. Il devient aujourd'hui le patron de la RTS. Et vous, tout ça, vous trouvez que tout ça est critiquable? Il y a redit par rapport à ces nominations. Il est vrai que d'ailleurs, mon confrère, monsieur Monsieur Zamba plutôt, et mon frère Abdou, que je salue également au passage, je ne l'ai pas fait. Mais ce qui pose problème, Richard, dans cette dynamique, ce n'est pas tant les nominations, comme le disait mon confrère, qui posent problème. Ce qui pose problème, c'est le fait que, d'ailleurs, ça en dit long sur le défaut d'expérience. Mais là-dessus, encore une fois, je m'inscris dans cette optique avec mon confrère. L'heure n'est pas à la critique. Aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été élu, voire plébiscité, donc ça ne souffre d'aucune équivoque. Mais là, on est en train d'apprécier un élément factuel. C'est Sonko, je vous ai envoyé la vidéo tout à l'heure, qui a dit au niveau des plateaux, en fanfare et trompette, l'ensemble des postes de haute fonction publique, notamment les directeurs généraux, seront soumis à appel à candidature. C'est un élément essentiel, ça a été marqué dans le marbre, au fronton de leur programme, ça a été donné dans tous les plateaux de télé. Voir cette nomination, moi je trouve que même ces fonctions-là, c'est des fonctions qui relèvent d'une confiance absolue et qui ont un lien direct avec la stratégie politique. Mais dire qu'effectivement, ça sera appel à candidature, rappelons-nous des appels à candidature de Macron pour élire des députés. Qu'est-ce qu'on a eu pour la première mandature de monsieur le président Macron? Des députés hors sol qui n'avaient pas d'ancrage territorial. Ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur de communication. Et puis, ce n'est pas la première question. Les femmes... Dans l'histoire du Sénégal, les femmes ont occupé un rôle essentiel et important. Dans ce gouvernement, il n'y a que 3 femmes. Mais chez Senghor, il n'y en avait pas que 3. Chez Diouf, il n'y en avait pas que 3. Chez Wade, il n'y en avait pas que 3. Et j'en passe, et j'en passe. Et les jours qu'il a passés au niveau King Fahd Palace, au niveau de l'hôtel, il a fallu qu'un de ses amis lui dise « Attention, sors de là ». Voilà, voilà. Parce que le symbole, parfois, on dit qu'on ne peut pas relever tout de la symbolique, mais souvent, les actes qu'on pose, c'est important. Cela dit, encore une fois, moi, j'ai confiance, effectivement, à ce qu'a décliné le président Diomaye. J'ai confiance à ce duo. Cependant, on va y aller certainement. J'ai peur d'un exécutif bicéphale parce que en 1963, le conflit qui a paralysé l'exécutif sénégalais, c'était notre grand-père Mamadou Dia et Senghor. Mamadou Dia qui avait une maîtrise du territoire, Senghor qui venait de l'Occident, le conseiller ayant la réalité du pouvoir exécutif, celui le président ayant la symbolique du pouvoir exécutif. À un moment donné, il y a eu un souci. Donc j'ose espérer, et je l'appelle de mes voeux, que monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye travailleront en étroite collaboration pour l'intérêt des Sénégalais, parce qu'aujourd'hui, l'heure est grave. La corruption, ils l'ont déclinée. La lutte contre les inégalités sociales, ils l'ont déclinée. On va aborder sur ces questions-là. La question des défis. Mais puisque vous parlez de factuel, de choses factuelles, prenons un exemple pour mieux comprendre ce que vous êtes en train de dire. Le candidat Ousmane Sonko, quand il était encore dans l'opposition, on se souvient des forces de l'ordre, briser les vitres de sa voiture, l'extirper de force et l'emmener sans mandat d'amener. Et quand il prend le pouvoir, il décide de remplacer le général Moussa Fall, qui était le patron de la gendarmerie nationale, pour le remplacer par un autre tout autant compétent, puisqu'il a été remplacé par le numéro 2 du commandement de la gendarmerie. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre? Comment peut-on s'attendre à ce que ceux qui ont orchestré la répression sous le régime Macky Sall soient encore maintenus à leur poste de responsabilité? Par exemple, ça c'est un cas factuel qu'on peut comprendre.
Vous le comprenez, non? Non, je le comprends. Mais je le comprends dans une certaine mesure. Parce que quand on regarde d'ailleurs le gouvernement, moi j'en suis satisfait. Parce que ça témoigne que le président Diomaye, la gouvernance de PASTEF en tant que parti politique, s'est rendu compte que la rhétorique de l'opposition a un déphasage énorme avec la réalité de l'exercice du pouvoir. Tout simplement, parce que qu'est-ce que nous a servi la tradition en Afrique? Le prince s'installe, il va choisir son parti politique, des fonctions régaliennes comme l'armée, la défense, l'international, le ministère de l'Intérieur. En général, c'est des stratégies éminemment politiques. C'est ça. Voilà. Mais là, ils ont nommé des hauts fonctionnaires qui sont rompus à la tâche, qui sont doctes en la matière, ce qui signifie tout simplement que nos amis sont venus au pouvoir avec des éléments... ils se sont rendus compte de la dure réalité de l'exercice. Et à ce niveau, il y avait des manques au niveau interne, il fallait les chercher. Et il faut les saluer parce qu'ils ont eu la modestie de le reconnaître. Voilà. Maintenant, le rattrapage, pourquoi effectivement il n'a pas respecté sa promesse d'appel à candidature? Parce qu'il fallait caser. La question est légitime. La question, elle est légitime. Il fallait caser, les gars. Abdou, effectivement, c'était une promesse de campagne. Alors, c'est vrai. La politique, c'est un art. Moi, je voulais inviter les Sénégalais à réfléchir ensemble sur un point mais capital. Ces élections ont démontré quelle était la distance qui existait entre le peuple et ceux qui ont voulu exercer le pouvoir dans ce pays. La distance. C'est-à-dire que Monsieur le Premier ministre et surtout Monsieur le Président de la République, ils ont fait quelque chose que beaucoup ont entamé depuis des siècles, qui n'ont jamais réussi. Ils ont réussi quelque chose que personne n'a réussi. D'autres ont fait des choses. Mamadou Dia a fait beaucoup. Cheikh Anta s'est battu. Il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour avoir un pouvoir qui représente le peuple. Eux, ils sont tombés là-dessus. Mais il ne faut pas qu'ils fassent l'erreur. Il ne faut pas qu'ils fassent l'erreur. Quelle est l'erreur? Oui, dites-nous. L'erreur, c'est de laisser encore le Sénégal dans la politique. C'est ça. Ça va être une erreur impardonnable. Expliquez-vous. Qu'est-ce que c'est que laisser le Sénégal dans la politique? Tout à l'heure, j'ai parlé de la distance qui sépare. C'est ça. Donc, la plupart des candidats, regardez, des candidats qui étaient d'un niveau intellectuel non négligeable, des Abdoul Mbaye, des Lamine Diallo, d'autres candidats qui étaient bien respectés, des Khalifa Sall, je ne sais pas, celui qui était au PDS, j'oublie souvent son nom, qui était très proche d'Abdoulaye Wade, je ne sais pas comment il s'appelle encore, celui qui habite Thiès. Idriss Seck. Tous ces gens-là, vous voyez, le peuple leur a démontré que nous changeons de cap. C'est le peuple qui a démontré. Donc, si le président de la République et le Premier ministre ne font pas disparaître la politique, c'est-à-dire qu'on a l'occasion de faire en sorte qu'il n'y ait plus de politique au Sénégal. Et moi, je m'inscris dans ce cadre-là, parce que je n'ai jamais fait de la politique. Pourquoi je m'inscris dans ce cadre? Pour moi, l'heure est au travail. Donc, ces nominations, ce que je veux, moi, c'est qu'on réponde aux attentes du peuple. Attente numéro 1, installer la protection sociale. On va en parler tout à l'heure. Je propose qu'on marque une pause. On va tout à l'heure et puis vous mettre, nous en va vous répondrez pas par rapport à tout ça. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.
Deuxième partie de notre émission, le numéro de ce jour est consacré au Sénégal et au décryptage des premiers pas du nouveau président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre Ousmane Sonko. Maître Nzamba, vous vouliez réagir par rapport aux propos de vos débatteurs? Non, pas particulièrement, non. Pas particulièrement. J'attends que nous entrons dans très bien. thématique. Oui. Le premier acte politique que pose le président à sa prise de fonction, c'est de nommer Ousmane Sonko Premier ministre. Quelques jours après, pas décret. Alors, ironie de l'histoire, ce Premier ministre nommé par décret a été radié de la fonction publique par un autre décret présidentiel pris par Macky Sall. Aujourd'hui, il est, pour ainsi dire, le patron de l'administration sénégalaise. Là aussi, une leçon de vie, en attendant même qu'on fasse le décryptage de cette nomination. Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, c'est de la progressivité. C'est-à-dire que dans la vie, c'est un processus. C'est-à-dire qu'il faut, quand on vit, surtout quand on est en politique, il faut toujours avoir en vue, il faut avoir en vue, en fait, tout le plan global de ce qu'on fait. Parce qu'on peut croire que parce qu'en un moment T, on porte atteinte aux droits d'une personne X, on croit que la personne s'arrête là ou que la situation s'arrête là. Oui. Or, dans la politique, tout est dynamique. C'est-à-dire que dans le dynamisme qui implique la politique, on peut, en un moment donné, être le maître du jeu, mais le processus qui suit, puisque c'est progressif, il suffit que les acteurs soient toujours dynamiques, et bien, la situation peut évoluer. Donc, vous avez la situation du Premier ministre Ousmane Sonko qui a beaucoup évolué. Donc, depuis qu'il avait été radié, son engagement en politique, la création du PASTEF, toutes les tribulations, et puis la constance, le fait d'être resté constant, de croire en sa vision politique, de croire en son destin aussi, c'est important, parce qu'il faut avoir cette ferme conviction-là, et de continuer donc aussi à répondre aux attentes des Sénégalais, parce qu'il y a aussi ça, parce que la victoire politique n'arrive que quand arrive au préalable la victoire des idées. C'est-à-dire que quand les idées que vous défendez triomphent au niveau de l'opinion, ça veut dire que vous avez déjà le pouvoir à la vérité. Voilà, même ceux qui ont la réalité du pouvoir, ceux qui sont un peu perspicaces, ils comprennent là où le rapport de force se joue maintenant. Donc la politique, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut d'abord, avoir des idées, croire en ces idées, avoir une vision, travailler pour sa vision, et convaincre la population, faire en sorte que ces idées soient reconnues, acceptées par la population, et puis par la suite, la population vous consacre. Donc je crois que tout le processus a été respecté un peu dans la lutte politique au Sénégal. Je pense que c'était très passionnant. Nous qui avons observé ça un peu de loin, c'était très très passionnant. Je peux vous avouer que moi, le soir de l'élection, j'étais vraiment en lien avec une chaîne sénégalaise pour suivre les résultats parce que c'était très passionnant de voir un peu tout le processus du PASTEF, les tribulations, comment la sortie de prison, la campagne rapide, éclair, comme la Blitzkrieg des Allemands. 10 jours rapide vraiment. Et puis la consécration. Je pense qu'on pourra écrire des livres là-dessus. Il y a beaucoup d'enseignements politiques à retirer de cette belle aventure. C'est aussi une leçon de sagesse que la vie donne à ces policiers zélés qui le brutalisaient, ignorant qu'un jour... il sera lui-même Premier ministre et détiendra le pouvoir. C'est toujours en lien avec le manque de perspicacité. Voilà, parce que quand on a affaire à des gens qui sont perspicaces, qui sont capables de voir au-delà de ce qui est visible. Voilà, parce que quand vous voyez quelqu'un, il faut voir un peu ce qu'il défend, ce qu'il fait, ce qu'il réalise. Puis nous sommes ce que nous faisons. Et donc, le destin de quelqu'un s'inscrit dans ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a un dynamisme derrière ce qu'il fait ou pas? Donc, ça montre ce qu'il peut devenir. Bon, ça, ce sont ceux qui font un peu qui font du profiling, qui peuvent comprendre ça. En fait, avec le profiling, on peut voir le profil de quelqu'un, voir ce qu'il fait, et puis anticiper sur ce qu'il peut devenir. Donc, ceux qui torturent aujourd'hui et qui oppressent, qu'ils sachent que rien n'est éternel. Absolument. Tout est évolutif. Très rapidement, quelques jours après la nomination du Premier ministre, le président prend un autre décret. Il prend des décrets importants, le nouveau président, et met tous les ministres sous l'autorité directe du Premier ministre. C'est à lui qu'ils doivent rendre compte, c'est de lui qu'ils doivent recevoir les instructions et les consignes. Le pouvoir ne lui arrive pas par la tête. On sent que le président veut rester fidèle
à son compagnon d'infortune, à son camarade de lutte, on sent que dans les faits, il dévolue vraiment les fonctions à Ousmane Sonko. Vous savez, depuis un certain temps, toutes les personnes qui ont été élues au Sénégal ont été élues par Ousmane Sonko. Quand vous me regardez, c'est sur les deux dernières années, vous prenez les députés, les maires, qui ne sont pas du clan de Macky Sall. Tous ces gens, quand vous les voyez, élus, ils sont élus par Ousmane Sonko. Le président M. Diomaye Faye a eu des relations avec Ousmane Sonko qui datent de très longtemps. Mais en tout cas, vu la façon dont il a commencé à faire, on sent nettement qu'il reste dans l'amitié avec lui, et dans la loyauté, dans la constance et dans l'esprit de vouloir sortir ce pays, le Sénégal, de ses problèmes. En tout cas, c'est ce que je vois moi. Je prie pour eux, vraiment, et j'invite tous les Sénégalais à les soutenir. S'ils veulent critiquer, ils peuvent critiquer. Vous ne pouvez pas sortir un Sénégalais de la critique. Ils habitent tous au numéro 1, boulevard de la critique du Sénégal. Tu ne peux pas les changer, à commencer par moi. Ce n'est pas un défaut, forcément. Ce n'est pas un défaut, mais là où je les invite, c'est que tous ceux qui ont une idée excellente pour que ce pays-là change, ils n'ont qu'à venir travailler. Parce que nous sommes devenus une forme de modèle pour l'Afrique. Ça, c'est vrai. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Le Premier ministre et le Président de la République ne doivent pas échouer. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne doivent pas échouer qu'on ne doit pas les accompagner pour qu'ils réussissent. Voilà pourquoi j'ai été très fier de mon frère qui dit bien qu'il a été du clan de Macky Sall, etc. mais qui dit qu'il ne critique pas et qu'il les accompagne pour qu'ils réussissent. L'expérience politique, partout dans le monde, montre qu'en cas de crise, c'est le Premier ministre qui devient le fusible qui saute. Ouais, absolument. Est-ce qu'on va l'éviter au Sénégal? Bon, d'abord, Richard, encore une fois, dans mes séances de rattrapage, mon confrère tout à l'heure a rendu hommage à l'administration sénégalaise pour avoir joué un rôle important à l'aune de nombreux articles que j'ai écrits pour rendre hommage au Conseil constitutionnel et à la Cour suprême. Et je pense que si on ne le fait pas ici sur ce plateau, on me le reprochera. Parce que c'est grâce à eux que enfin, le bateau n'a pas tangué, n'a pas opté l'optique de Macky Sall, l'optique idéale. Mais c'est le peuple sénégalais d'abord. Hein. Oui, c'est le peuple sénégalais, oui, bien évidemment. Donc on rend hommage à ces grands juristes du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême qui risquaient d'être manipulés et qui a déclaré son incompétence. Merci. Bon, revenons sur la question de... Vous l'avez dit, hein, et je ne m'inscris pas, et ça va être notre premier point de désaccord, que dans les faits, effectivement, il est dévolu le président le président Bassirou Diomaye Diakhar à Ousmane Sonko. Absolument pas. Dire que le président Bassirou Diakhar Diomaye est dévolu à Ousmane Sonko, c'est un peu ignorer la constitution sénégalaise. Ah, du point de vue du droit, vous voulez dire? Oui, du point de vue du droit et dans les faits. Son décret n'est pas constitutionnel? Le Premier ministre n'est pas une institution dans la constitution sénégalaise. C'est le premier des ministres. Depuis le problème entre Mamadou Dia et Senghor, Senghor a mis en place un régime ultra-présidentialiste. D'ailleurs, dans le programme de PASTEF, il est intégré le rééquilibrage de l'hégémonie et même le passage exceptionnel du chef de l'État. Voilà. Donc, à tout moment, attention, en période de crise ou de désaccord, le président de la République peut demander à Ousmane Sonko de prendre congé en un trait effectivement de décret, comme effectivement le même décret qu'il a élu. Le fait que dans l'ordre effectivement de préséance, qu'il y ait un décret qui élit le Premier ministre et après le gouvernement, ça coule de source, mais encore une fois, jusqu'à présent, d'ailleurs le débat se pose, parce que la question de mise en place d'un poste de vice-président, le débat est posé. Ne l'oublions pas, Wade a voulu mettre ça en 2009. Macky est venu en 2012 abroger effectivement ce décret parce que l'exécutif bicéphale, un chat échaudé crée le froid. Et c'est un problème sénégalais. Et là-dessus, moi, encore une fois, je le souhaite, comme le disait mon frère Abdou, que ces deux, qu'on les laisse travailler, qu'on leur lâche les basques, qu'ils bossent parce que l'heure est grave. On a une jeunesse, 65% de la jeunesse africaine est au chômage et ça, c'est notre goulot d'étranglement. Aujourd'hui, la question de la lutte contre la corruption, les inégalités sociales, la restauration de la justice sociale,
l'éducation, l'accès à la santé. On parlait tout à l'heure de l'exemple de Rwandais avec nos réserves sur la démocratie. Voilà des éléments qui sont aujourd'hui à l'heure effectivement de l'exemplarité. Et Diomaye et le duo, je ne dirais pas duo, le président Diomaye et le Premier ministre Sonko sont attendus sur cette question-là. Par contre, encore une fois, le poste effectivement de Sonko et bien évidemment on le voit par fidélité. Diomaye, il fait preuve d'élégance, on remarque, et moi je l'interprète comme ça, il fait preuve d'élégance dans l'exercice du pouvoir parce qu'il n'ignore pas d'où il vient. D'ailleurs, vous l'avez dit, et je m'y souscris, celui qui était en prison, radié effectivement de l'administration, devenu le boss. Mais on a oublié l'exemple donné à Macky Sall. Et c'est là où je tiens à mon statut de talibé de Tivaouane. Parce qu'on manque souvent d'être humble. Un intellectuel doit être humble. Et nous, Africains, souvent, on l'oublie. Oui. Diomaye, il a été arrêté dans ses lieux de fonction, au service des impôts. La vidéo, elle est là. Quand ses amis se sont opposés, il a dit à ses amis, laissez-moi partir. Il est entré dans la voiture des policiers, il est parti. Son village s'est réuni, les vieux, les mamans. Ils ont demandé à Macky Sall, aidez-nous, libérez notre fils. C'est quelqu'un qui n'a jamais maillé à partir avec la justice. Aujourd'hui, c'est cette personne qui quitte la prison, qui n'était inconnue du bataillon, qui dans l'échiquier politique était inattendue, qui lui serre la main dans le cadre d'une passation de service. Ouais. L'exemple est extraordinaire. Et ça, je l'attribue au peuple sénégalais, comme l'a dit mon confrère et mon frère également, et je l'attribue également à nos institutions qui, parce que ne l'oublions pas, les juges ont été très critiqués, traînés dans la boue par le parti de PASTEF également. Ah oui, quand ça marche, on peut les rendre hommage. Mais à un moment donné, ils étaient tous critiqués par le parti. Mais parfois à raison. Parfois à raison. Parfois à raison. Pas toujours à tort. Pas toujours à tort. En tout cas, les faits sont têtus. Voilà. Ils sont bien rattrapés, oui. Effectivement. Oui. Effectivement. Brice Nzamba, Maître Nzamba, quand on a connu le sort qu'ont connu l'actuel président et son Premier ministre, on peut être animé par un sentiment de vengeance si on ne reste pas sage. Mais il y a aussi les promesses de campagne. Les promesses de campagne, c'est assainir les finances publiques, c'est lutter contre la corruption, il a dit, et l'enrichissement illicite. Normalement, quand on vient au pouvoir, fraîchement comme ils viennent de le faire, on cherche à voir comment ont été gérées les sociétés d'État avant. Et des têtes tombent normalement, y compris la première tête, si des choses lui sont imputables. Est-ce qu'on va assister à ça au Sénégal? Est-ce qu'ils peuvent résister à la tentation d'aller voir comment le Sénégal était gouverné avant pour demander des comptes? Oui, alors... Oui, la reddition des comptes. Ce que je dirais, moi, c'est qu'il faut distinguer la vengeance de la justice. Voilà. Parce que la vengeance, c'est plutôt un sentiment personnel qui est mûr. Ouais. Et petit aussi, ça peut être petit. Qui peut ne pas être juste, en fait. Parce que simplement, on a été touché dans sa personne. On veut rendre des comptes. On veut, en fait... on le voit en ce moment dans une partie du monde. Voilà, parce que là, dans le programme qui est fait au niveau du gouvernement actuel, il y a d'abord l'audit des services de l'État. Il faut faire des audits partout. Donc, il y a des audits. Donc, il y aura une reddition des comptes. Donc, il y aura certainement des responsabilités à établir, notamment s'il y a eu des détournements de fonds. Et donc, je pense que comme il est aussi nécessaire pour le gouvernement de rétablir la justice, de rétablir la justice dans toute sa magnificence, comme elle doit être, c'est un pouvoir important dans le cadre du jeu constitutionnel. Donc, il faut laisser au juge le soin de pouvoir traiter des cas, s'il y a des cas de détournement de fonds, s'il y a des cas où l'État a été plutôt détourné de sa fonction essentielle. Donc, je pense que c'est important de le faire. Parce que la justice, c'est important pour un peuple qui se veut démocrate, en fait. Parce qu'il n'y a rien d'insupportable que de voir des personnes qui ont exercé des charges d'État, qui se sont enrichis illicitement, alors qu'elles auraient dû mettre cet argent au service de la communauté et les laisser s'épavaner avec les produits de la corruption ou de l'enrichissement illicite. C'est inadmissible dans un État qui se veut être un État de droit. Mais sauf qu'en Afrique, quand on le fait, on parle de chasse aux sorcières. Non.
Non, mais c'est ça le problème. Parce que le problème, c'est aussi culturel. Parce que dans la culture africaine, en général, on a tendance à aller vers l'harmonie. Hein, on évite les conflits. Parce qu'on croit que les conflits, ça déstabilise l'État, la société, après ça devient tribal, les gens de telle tribu attaquent les gens de telle... C'est la crainte, en fait, de ces hommes politiques-là. Mais à la vérité, on ne vise pas l'harmonie dans le sens religieux du terme. On doit viser l'harmonie de la société. Or, l'harmonie de la société, c'est d'abord, avant tout, qu'il y ait la justice. Voilà, donc moi, je pense qu'il faut, ces gouvernements, s'ils veulent être crédibles dans la durée, il faut que les populations sénégalaises constatent qu'il y a eu des personnes qui ont mérité de passer devant les tribunaux et qui ont mérité des sanctions s'il fallait les prendre. Donc je pense que c'est important. Posons la question clairement. J'ai parlé de première tête aujourd'hui. Le président Macky Sall est resté plus de 10 ans au pouvoir. 12 ans. 12 ans, c'est ça, au pouvoir. Est-ce qu'il est imaginable que dans les mois qui viennent, on assiste au fait qu'on prie le président Macky Sall, l'ancien président, de venir donner des explications par rapport à tel dossier? Alors, il y a deux dimensions du Sénégal qui sont deux dimensions disjointes. C'est la dimension politique et la dimension développement. Oui. De tout le temps, on a pensé que c'est par la politique qu'on va développer le pays. De tout le temps. On n'a jamais réussi. Ça fait 64 ans. Là, on a l'occasion de dissocier la politique, parce que quand vous parlez de faire venir le président, l'ancien président, plus dire de faire des comptes, ça c'est encore, ça fait partie des promesses de campagne et tout, hein, comme quoi on va éclaircir. À la juridiction, habilité, bien entendu, la haute cour de justice. Mais moi, je veux qu'on sépare, à partir de dorénavant, qu'on sépare le temps de la politique et le temps du travail. Moi, si vous me posez des questions sur la politique, je ne peux pas vous répondre. Je me réjouis depuis tout à l'heure de voir mes frères parler de choses que c'est leur domaine, ils comprennent. Oui, mais moi, de toute ma vie, j'ai essayé de travailler. Donc, je sépare les deux. Les deux ne sont pas dissociables. Non, on va les séparer. Parce que non, au Sénégal, aujourd'hui, on a l'occasion, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'occasion de séparer le temps de la politique et le temps du travail. Le temps de la politique et le temps des comptes et tout ça, la justice fera son travail et le Premier ministre a fait ses promesses. Je pense que, connaissant son cause, je pense qu'il va régler ce problème-là. Maintenant, pendant qu'il le règle, il ne faut pas que ça nous empêche, nous les Sénégalais, de se mettre au travail. Et se mettre au travail, ça signifie quoi? Ça signifie se lancer sur les défis. Je ne sais pas si on peut en parler tout de suite ou tu préfères qu'on en parle dans la troisième partie. Dans la troisième partie. Mais moi, je pense qu'il faut se lancer sur les défis. Et il faut le faire. Ce qu'il dit est intéressant. En tout cas, je pense que c'est le vœu qu'il émet. Dans le meilleur des mondes, c'est peut-être comme ça que ça va se passer. Mais intrinsèquement, de façon structurelle, est-ce que les deux sont vraiment dissociés? La mise en accusation de quelqu'un qui s'est rendu coupable de corruption ou d'enrichissement politique, même si la réponse doit être judiciaire, c'est un acte politique d'abord. Oui, absolument. Mais je dirais même que tout est politique. Absolument. De toute façon, en tout état de cause, comme vous venez de le dire, Richard, sont indissociables. Et Macky l'a essayé quand il a déclaré la reddition des comptes dès son arrivée au pouvoir en 2012. Malheureusement, cette volonté de reddition des comptes, attendue par la population, la montagne a fini par accoucher une souris. À part Karim Wade, c'est ça. Ça s'est transformé en monnaie de chantage. Et Khalifa Sall. D'ailleurs, à l'époque, tout en étant le chargé de communication et stratégie du parti, j'avais écrit au chef de l'État en lui disant qu'on n'avait pas besoin de ça pour réussir. Ça m'avait mis au placard pendant de nombreuses années, mais moi, je l'ai toujours ouvert de toute façon, y compris Sonko, lorsqu'il a été condamné et que le juge a décrété corruption de la jeunesse. Mon frère qui m'appelle, j'étais à mon cabinet. J'ai pleuré tout simplement parce qu'étant jeune, j'aimais la philosophie. Je me suis rappelé, 4e siècle avant Jésus-Christ, Socrate était condamné par une plainte de Mélétos, Lycon et Anytos pour avoir corrompu la... Donc là, je me suis rendu compte à quel point mon pays avait reculé au 4e siècle avant Jésus-Christ. Comme quoi que quand Dieu veut aider, quand je ne sais pas qui veut aider,
ça passe par des erreurs et Macky a fait des erreurs concernant le dossier Sonko sur toute la ligne. Maintenant, sur la question de réduction des comptes à l'état actuel, Diomaye a fait un signal fort en demandant à ce que l'ensemble des rapports à partir de 2022 soient publiés. Maintenant, les rapports commencent à être publiés. Moi, ma crainte, c'est qu'il ne faut pas que cette volonté de réduction des comptes soit transformée en règlement de compte. Il faut que le principe du contradictoire et que la procédure judiciaire soit respectée du début à la fin. Maintenant, est-ce que Macky Sall va être appelé à s'expliquer? Là, ça m'étonnerait parce que Macky Sall, qui a trahi Amadou Ba, mon candidat, devenant le directeur de campagne de Sonko et de Diomaye en catimini, je ne pense pas que ce dernier va venir pour s'expliquer. On va nous trouver une pirouette. Là-dessus, c'est un fait factuel. Il semblerait qu'il est en train de faire sa tournée parce que Macron l'a nommé, un petit poissou, et il n'est pas encore rentré au Maroc, mais de toute façon, l'histoire retiendra que le seul président qui a trahi sa propre famille politique et qui, de facto, quel que soit le problème avec Amadou Ba, rien n'explique la trahison de Macky Sall à sa famille politique. Et ça, l'histoire le retiendra. Maintenant, d'ailleurs, là où je profite de l'occasion aussi pour cette question qui nous étonne, le Conseil des ministres mercredi dernier, Diomaye a décrété que l'ensemble des victimes qu'il a rendu hommage, vous l'avez montré tout à l'heure, seront indemnisées. Ce qui nous étonne juridiquement, il a daté la période d'indemnisation 2021-2024. Quid des autres qui ont été des victimes politiques? Voilà donc déjà une brèche qui est ouverte en vertu d'un principe de violation, en vertu de la violation du principe d'égalité. Parce que, attention, les victimes de la période de 2021-2024, qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres victimes politiques de Macky Sall à la période antérieure, voire à la période universitaire, les morts, à Cheikh Anta Diop, au niveau de Gaston Berger, entre autres. Donc, et puis, deuxièmement, indemniser les victimes, c'est bien beau. Mais la procédure judiciaire, il faudrait, vous l'avez dit tout à l'heure, en Afrique qu'on arrête les commissions vérité et réconciliation qui n'ont aucun fondement que de la démagogie ou bien des arrangements. Les victimes ont besoin de vérité. Si on peut libérer, aider, surtout par rapport au traumatisme psychologique, c'est la vérité qui fait le travail. Donc le débat, c'est est-ce que le gouvernement actuel va abroger la loi sur l'amnistie, cette loi taillée sur mesure pour masquer les corrompus? Est-ce que parce que là, c'est un signal fort. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense que la reddition des comptes, oui, mais pas un règlement de compte. Et actuellement, dans la presse, ça commence à balancer des noms et tout ça. Et malheureusement, la justice populaire est plus dangereuse que la procédure judiciaire qui prend du temps. Donc, attention, effectivement, oui à la reddition des comptes, mais il ne faudrait pas que ça empêche, comme disait mon frère, que l'heure est au travail. Il faut que les gens se mettent au travail. Et les actes posés par Diomaye, moi, personnellement, et nous, au niveau du Front populaire Génération de Rupture, nous ont convaincus, parce qu'en mettant en place une commission électorale indépendante, on consacre la démocratie. En mettant en place un établissement d'un fichier électoral concomitante avec le fichier de l'état civil, ça c'est top niveau. La publication des rapports, ça il a dit. La lutte contre la corruption, bien évidemment. La protection des lanceurs d'alerte. Je me rappelle sous Macky Sall, quand les filles avaient corrompu un policier et ils ont mis ça sur WhatsApp, les filles avaient été amenées en garde à vue. Donc, mais très rapidement... Ça c'était un élément, j'ajoute ce que vient de dire mon confrère, c'est-à-dire que la protection des lanceurs d'alerte, c'est une disposition qui est contenue dans la Convention de l'Union africaine de lutte pour la prévention et contre la corruption. C'est-à-dire que les États signataires sont obligés de prendre des lois pour protéger des lanceurs d'alerte liés à la corruption. Donc, ça nous plonge de plein pied dans les défis, mais avant d'en parler, dans les défis qui attendent les deux hauts responsables de l'exécutif sénégalais. Mais avant d'en parler, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. NCA, la nouvelle chaîne africaine.
troisième et dernière partie de notre émission consacrée au Sénégal et au décryptage des premiers pas du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre. Nous l'avions vu dans la première partie. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans son discours d'investiture, avait eu une pensée particulière à la fois pour les Sénégalais tombés lors des répressions, mais aussi pour la jeunesse sénégalaise dans son ensemble. Et le 3 avril dernier, à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance, l'homme a tenu à indiquer dans son adresse à la nation son intention de s'attaquer aux défis prioritaires des Sénégalais. Extrait. Chers jeunes du Sénégal, je fais mien vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussir pour être utile à vous-même, à vos familles, à vos communautés et à votre pays. L'éducation, la formation au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. J'en ferai une priorité élevée des politiques publiques en concertation avec le secteur privé. Nous devons à cet effet revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser afin qu'ils répondent mieux aux besoins d'emploi et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes. Pour encourager la création d'emplois, je compte m'appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l'État. Sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour endogénéiser notre économie. Bien entendu, le secteur privé international aura son plein rôle à tenir. Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens, après les concertations que j'entreprendrai avec les acteurs concernés. Mes chers compatriotes, de l'indépendance à nos jours, notre système politico-institutionnel et judiciaire a vécu bien des péripéties, les unes plus heureuses que les autres. 64 ans après, le moment me semble venu de tirer les leçons de nos réussites et de nos échecs pour une gouvernance publique plus moderne, plus républicaine et plus respectueuse des droits humains. Un beau discours, un volontarisme politique. Politique, ouais. Il faut le reconnaître, ouais. En tout cas... Dans les jours qui viennent, je prendrai des mesures. La question de la cherté de la vie me préoccupe tout particulièrement. Actuellement, quel que soit le pays du continent où vous allez, le problème numéro 1 des populations, c'est la vie chère. La vie chère. Tout est cher. Ce qui coûtait 200 francs avant coûte aujourd'hui 1000 francs. Partout. Que ce soit à Cotonou, à Lomé, à Abidjan, à Dakar, à Douala ou que sais-je encore, la vie est devenue extrêmement... Et là, il dit, la question de la cherté de la vie me tient particulièrement à cœur. Il a compris. Il a compris. Non seulement il a compris, mais ça doit nous interpeller sur 2 dimensions. La première dimension, c'est que vous avez énuméré tous les pays de l'Afrique subsaharienne où la vie est devenue très, 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 très chère. Moi, si je regarde entre 2000 et 2024, tout ce qu'on achetait a été multiplié minimum par 10. Oui. Minimum. Alors, il va falloir qu'on interroge notre Banque centrale pour savoir, quand elle dit qu'elle lutte contre l'inflation, c'est ça. Il faut qu'on lui demande quel est le lien entre l'inflation et le coût de la vie. Parce que c'est ça qu'on veut comprendre. Maintenant, on nous balance ça, depuis 2020. Hein? Depuis 2020, on nous dit l'inflation est autour de 3, de 2. Mais tout ça, c'est très bien. Parce qu'ils ont une façon de calculer l'inflation. Mais nous, l'inflation, ça ne n'intéresse pas les Africains. En France, on peut être intéressé par l'inflation parce que tout le monde travaille. Vous comprenez? Oui. Mais nous, en Afrique, on a des cousins qui ne travaillent pas. L'inflation, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est le coût de la vie. Je vous donne un exemple très simple qui fait que les gouvernants aujourd'hui au Sénégal doivent prendre toutes les dispositions. Je prends un exemple, un ami d'enfance qui, à 20 ans, dans les années 81-82, n'avait aucun diplôme et est allé travailler à l'hôpital Fann
on lui payait en 81-82 30 000 francs CFA. Par mois? Oui, dans cette période-là. 30 000 francs CFA, il avait la capacité de nourrir sa famille, 6 personnes, parce que ses parents n'étaient plus de ce monde, et ils étaient 6. On lui avait trouvé ce travail pour soutenir la famille. 30 000 francs, il pouvait nourrir la famille, et il avait même acheté un petit poste de magnétophone pour qu'on écoute de la musique. Vous voyez bien? On était en quelle année? Mais on était en 81-82. Ah oui. Maintenant, il a pris sa retraite il y a 2 ans, Oui. parce qu'il avait 60 ans. Il prend sa retraite, il venait d'avoir un terrain à construire. Et figurez-vous bien, dans mon métier d'actuaire, Oui. où j'accompagne les entreprises dans le calcul des engagements de retraite, quand il a pris sa retraite, je lui ai demandé de me donner son dernier bulletin de salaire. Et sur ce dernier bulletin de salaire, son salaire était de 150 000 francs CFA. À sa retraite? Oui. Donc, c'est-à-dire, en 2002, il gagnait 150 000 francs. Non, son dernier salaire, avant la retraite, C'est ça. son dernier salaire, c'était 150 000. Son salaire de 82 était de 30 000. Ça veut dire qu'on a loupé pendant 40 ans le fait de faire suivre les problématiques macroéconomiques au coût de la vie. Et c'est-à-dire qu'on n'a jamais revalorisé le salaire. Mais le problème, c'est même pas de l'indexer, c'est d'en faire attention. Ouais. Et que lui, il finit avec 150 en tant qu'agent de radiologie, alors qu'on embauche en 2022 un chauffeur à 250 000 au Sénégal. Ouais. Vous comprenez? Ces inégalités-là, c'est des inégalités mais c'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait tellement d'erreurs qu'il faut les corriger. C'est ça. Il faut les corriger. Et donc, les défis, je vais y revenir tout à l'heure, mais je vous donne juste cet exemple-là. L'autre exemple que je peux donner qui peut attirer votre attention, que quand je vois des gens qui doivent aller chercher leur mort à l'hôpital et qu'on leur dise que si vous ne donnez pas 2 millions, on ne sort pas le corps au Sénégal. On demande pourquoi, on dit, mais il a fait 2 semaines ici, 2 semaines, le coût, c'est 2 millions. Et pour prendre le cadavre. Mais ça, je vous donne un exemple concret d'une association de gens qui sont bien qualifiés. L'un d'entre eux est décédé. Ils sont allés, ils ont cotisé 2 millions pour sortir le corps. Vous comprenez? Ça explique encore l'absence de... C'est à quel titre, au fond? Mais attends, mais parce que si vous êtes à la... Ils l'ont soigné gratuitement. On a tout laissé s'enflammer au Sénégal. Je vous donne un troisième exemple. Un ami qui est militaire, qui a libéré, donc qui était militaire, qui a libéré. Donc si demain on était en guerre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir être mobilisé. Il a 62 ans, il tombe malade, il est à l'hôpital, et l'intendant dit, si on ne sort pas à 600 000, il ne sort pas. Attendez, il fait partie de nos amis d'enfance. Hein. Okay. Il était un peu plus âgé que nous, mais il est venu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis déplacé, je suis venu voir l'intendant. Je lui ai dit, mais vous savez que lui, il est militaire. Lui, s'il y a guerre demain, il va y aller. Et vous demandez à ce qu'on paye 600 000 pour qu'il sorte. Vous arrêtez. Sinon, moi, je vais écrire au président de la République. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de protection sociale qu'on peut faire ce qu'on veut dans ce pays. Mais les fonctionnaires n'ont pas la protection sociale au Sénégal. Mais attends, le militaire, est-ce qu'il est considéré comme un fonctionnaire? Je ne sais pas. Et il dit, non, l'État... Oui, mais attends, il est considéré, c'est-à-dire que dans les textes, il l'est. Ah oui, d'accord, dans les faits... Mais dans les faits, c'est toute une procédure qui voilà, quand le malade risque de mourir avant que la réponse ne tombe. Qui a 62 ans, il tombe malade, on lui demande de payer 600 000. Ouais. Et on lui demandait même 1 million. Alors que de toute sa carrière, il n'a jamais touché 1 million. C'est après qu'on a négocié avec l'intendant, il a dit 600 000, on a payé 600 000. Donc, l'Afrique a un problème qui est majeur. C'est la construction d'un projet de protection sociale. Il faut commencer. Pourquoi je dis construction? Parce que les gens pensent que la protection sociale française, elle est née là, en France, tu as ce que tu veux. Il faut faire attention. La protection sociale française est née dans les années 1800. C'est vrai. La couverture maladie universelle en France est née dans les années 90. Hein. C'est vrai. Pas longtemps, mais c'est tout un processus. C'est que nous, en Afrique, on veut terminer un projet sans l'avoir commencé. Oui. Le défaut des Africains, on ne commence jamais un projet et on veut terminer. Il faut bâtir. Mais c'est une question de priorité. Mais il faut. Parce qu'on gaspille de l'argent ailleurs pour la protection sociale, il faut la financer aussi. Mais c'est très simple. Je donne un exemple très simple. J'ai écrit un article la semaine dernière, et avant l'article, j'ai écrit un document succinct
de construction d'une protection sociale que j'ai adressé au président de la République. Mais j'explique comment on va la financer. Parce que nous ne sommes pas comme les Français. En France, tout le monde travaille. Donc, on peut financer la protection sociale en faisant des retenues sur les salaires, etc. Mais nous, tout le monde ne travaille pas. Donc, il faut qu'on crée d'abord la mutuelle nationale du pays, où tout le monde adhère. Et pour financer ça, attendez, on donne à Orange 500 francs tous les jours. Tous les Africains donnent 500 francs à Orange tous les jours. Donc, on ne peut pas cotiser 500 francs par mois. C'est facile de financer une protection sociale. C'est d'une facilité, facilement facile. La volonté politique. Le problème, c'est que tout est prioritaire, au fond. Les problèmes sont... Tout est urgent. Et tout est urgent, mais donc, tout est prioritaire. Si tout est urgent, il faut sélectionner parmi les urgences urgentes. Et des urgences urgentes, vous sélectionnez les urgences urgemment urgentes. On avance dans cette émission, Maître Brice Nzamba. Le président, à la fin de son discours, dit « Nous allons endogénéiser notre économie. » Endogène. Et on sait de quoi il parle et à qui il pense. Et à propos, justement, de processus d'endogénéisation de l'économie, il dit « Je veux renégocier tous les accords. » Et il y a un accord qui, moi, lorsque je préparais cette émission, a frappé, a attiré mon attention. C'est l'accord de pêche conclu entre votre pays, le Sénégal, et l'Union européenne, qui autorise des bateaux européens à venir pêcher sur les eaux territoriales exclusives sénégalaises, dans les eaux territoriales exclusives sénégalaises, au détriment des pêcheurs locaux, moyennant quoi? 3 millions d'euros. Quand on lit les termes de l'accord, on se dit, comment un Sénégalais a pu prendre un stylo pour signer ça? Vous n'avez pas vu le contrat Franck Timis, alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Et ce n'est pas le seul. Et ce n'est pas le seul pays. Le Sénégal n'est pas le seul exemple dans cette pratique. Le Libéria a aussi le même accord de pêche avec l'Union européenne où on pirate les eaux. Et là, les pêcheurs sénégalais n'ont plus de poissons dans les eaux puisqu'ils n'ont pas la barque motorisée. C'est pour aller loin. Il faut même dire aussi que le Sénégal n'a pas les moyens de vérifier le tonnage des poissons pêchés dans ces eaux. D'où la question, comment signe-t-on des accords comme ça qui a la réponse? Pas que le Sénégal, hein. J'ai vu un reportage. Oui, c'est général un peu en Afrique. Hein. Même l'or, le pétrole, on demande au ministre combien les Occidentaux sont. Il dit non, je ne connais pas le chiffre. C'est eux qui me communiquent les chiffres. C'est ça. Donc, au fond, un accord comme ça autorise des bateaux à venir pirater, on va dire, les eaux. Non, ils ne piratent pas, c'est parce que puisqu'on ne sait pas combien de tonnes de poissons vous pêchez, ça devient... oui, mais ça, c'est pêche sauvage. En fait, la difficulté que nous avons, c'est que je pense qu'il ne faut pas tomber dans la facilité de dire que les Européens... C'est ça, vous avez raison. Parce qu'il faut responsabiliser nos dirigeants. Absolument. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, rien ne les y oblige de signer de tels accords. Voilà, parce qu'il faut voir que quand on signe un accord, il y a toujours une partie qui a une position dominante, à la vérité, et qui dispose donc du matériel de pêche, qui dispose de l'argent, et que donc l'État sénégalais à cette époque, j'essaie de comprendre le mécanisme dans l'esprit de ceux qui ont signé, ils se disent que là, on a une possibilité de rentabiliser nos eaux en matière de pêche que nous ne pourrions pas avoir avec nos pêcheurs locaux. Puisque les pêcheurs locaux pêchent... Ne peuvent pas aller loin. Ne peuvent pas aller loin et peut-être même qu'ils ne payent pas aussi les impôts. C'est rudimentaire aussi. Voilà. Donc il y a tout ça. Et là, en face, on a des gens qui nous proposent 3 millions d'euros par an. Bon, même si on ne contrôle pas, mais c'est déjà ça. Vous voyez un peu le raisonnement, vous voyez? Donc je pense que le gouvernement actuel a totalement raison de voir les conditions dans lesquelles renégocier ces accords. Mais on en arrive aux conditions. Parce que quand vous signez un accord, vous ne pouvez pas sortir de l'accord quand vous le voulez. Oui, bien sûr. Voilà, donc il faut voir les clauses qui permettent, puisque dans un accord, il y a en principe des clauses qui permettent les conditions de sortie de cet accord. Si ces conditions sont revenues ou pas. Mais vous pouvez aussi, si vous estimez que les clauses contenues dans l'accord sont léonines et que ça vous met dans une position qui est très faible par rapport à la contrepartie, vous avez le droit aussi de pouvoir contester par la suite ce type d'accord. C'est ça. Donc moi, je pense qu'il faut responsabiliser nos dirigeants. Voilà. Je pense que les Européens poursuivent leurs intérêts. Donc quand ils ont en face des gens qui ne sont pas capables de défendre les intérêts de leur pays,
eux, ils avancent leurs intérêts. Bon, donc c'est à nous, à nos dirigeants, de défendre les intérêts de leur population. Ouais, mais je dois corriger quand même quelque chose. C'est vrai que l'accord prévoit que régulièrement, des Sénégalais embarquent avec l'autre partie pour vérifier. Mais théoriquement, on va dire, on sait comment tout ça se passe. Donc, lutte contre la cherté de la vie, renégociation des accords, il faut rendre endogène l'économie sénégalaise. Puis, il y a un autre point important, la question de la monnaie, la question du franc CFA. On connaît la position du candidat Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye par rapport à cette monnaie. On sait aussi que le siège de la BCEAO se trouve à Dakar. Comment tout ça va se passer? Comment se l'imaginer? Ils ont émis leur intention de revoir un peu le mécanisme de fonctionnement de cette monnaie. On ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller, c'est votre spécialité, vous nous en direz un mot aussi tout à l'heure. Comment s'imaginer la chose? Richard, qu'il me soit permis de faire valoir mon rattrapage sur d'abord les salaires, le retard. D'accord, allez-y. De mon Il ne nous reste frère, pas beaucoup de temps, mais allez-y. Dans le sens, je vais être laconique. Oui. Vous savez, l'autre jour, je suis allé à Dakar, en été. Un ami, un jeune frère commissaire de police, je ne sais pas le nom, il me dit, quand je suis allé à la banque, j'ai regardé ma paye, je n'osais pas toucher. Il fallait que j'appelle mes autres confrères commissaires pour savoir ce qui s'est passé. Le problème, c'est que dans nos pays, on augmente les salaires des hauts fonctionnaires, militaires, armés, juges, dans une optique de corruption qui ne dit pas son nom, pour effectivement qu'ils optent un silence. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que le nouveau président a pour programme, effectivement, de lutter. C'est une forme de corruption de l'administration publique. C'est dans leur programme. La vie qui est chère également, c'est un problème, effectivement, qui est posé. Nous, on se rend compte, nous, diaspora, heureusement, nous sommes là. Quand, dans les nominations, on n'est pas calculé, mais nos poches, tous les mois, on envoie de l'argent. Et heureusement, la diaspora a plus de 1000 milliards de francs CFA par an. Donc, voilà. Maintenant, sur la question de la monnaie, moi, je l'ai dit, j'en ai parlé en réunion dans le cadre du Front populaire. Le problème qui se pose, Richard, il faut qu'on arrête la consécration d'une monnaie coloniale. Toute la jeunesse africaine est unanime là-dessus. Sur ce point, la symbolique a du sens et le symbolisme a du sens. Et ça vaut son pesant d'or sur ce point. Il est temps que des signaux forts. Parce que quand on entend la déclaration du général Lecointre, mais dangereux, qui parle de l'Union européenne ne nous a pas écoutés, parce que l'Afrique, on ne peut pas laisser comme ça, parce que nos intérêts y sont. Mais là, le symbole des intérêts... La recolonisation mais bien évidemment, de l'Afrique. Pour ça, il faut sortir de la monnaie. Rien que pour ça, il faut pas l'armée. Et ça insulte notre intelligence. Toutes et tous, en tant qu'Africains. Tous. Et il me semble... Inadmissible. Par contre, cependant, une fois qu'on a dit ça, il faudrait quand même qu'on opte un certain nombre de précautions d'usage, savoir que on ne peut pas se démarquer du franc CFA d'un coup de baguette magique. Vous l'avez rappelé, le siège de la BCEAO, de l'UEMOA et à Dakar. Bien sûr. C'est une monnaie communautaire, stable. On a des problèmes de convertibilité, notre dépendance à l'euro qui est enrhumée. On dépend de l'euro. La France, il semblerait, selon certains experts, quand l'euro devait entrer en vigueur, il était question qu'on se démarque de l'Union européenne, mais c'est une exception. La France continue effectivement à nous dominer et ça constitue notre goulot d'étranglement. Par contre, attention, il me semble qu'il y a des préalables à respecter. Il faut assainir d'abord notre environnement économique. Il faut d'abord assurer la lutte contre la corruption. Voilà, parce que tant que la corruption reste une règle, l'expression d'une monnaie courante, dans notre sociologie, et tel est le cas, force est de le constater, qui va garder la boutique là, de notre banque centrale? C'est intéressant. Moi, je n'ai pas confiance à un Sénégalais à l'état actuel
pour garder la boutique de notre banque centrale. Donc aujourd'hui, il y a un préalable qu'il faut régler. Mais oui, pour effectivement se démarquer du franc CFA, mais il faudrait assurer le préalable essentiel d'abord. C'est intéressant. Parce que le précédent Robert Mugabe, avec l'inflation de plus de 1500%, avec des bourrettes de millions qui ne valaient que 5000 francs CFA, on l'a vu, hein. Attention à cela aussi. Voilà. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On a même pratiquement épuisé notre temps d'antenne. Mais vous avez évoqué un point important sur lequel il faut revenir. Faut-il vraiment prendre les déclarations de ce général, le général François Descointres, au sérieux, qui dit dans 10 ans, ils iront reconquérir militairement l'Afrique? On sait qu'ils sont ils ont perdu du terrain, ils sont en train de perdre beaucoup de terrain sur le continent. Mais on sait aussi qu'ils viennent de passer 10 ans au Sahel sans réussir à juguler le terrorisme dans le Sahel. Comment veulent-ils, alors qu'ils n'ont pas réussi pendant 10 ans à juguler le terrorisme au Sahel, reconquérir l'Afrique? Comment faut-il prendre ce général au sérieux? Oui, je pense qu'il ne faut pas négliger ce qui est dit. Ouais. Il ne faut pas négliger, parce que c'est quand même un général. Donc ce n'est pas un bidas comme c'est un général. Ce n'est pas un politique. Donc il ne parle ni le boulanger du coin. Il ne parle pas en l'air, il sait de quoi il parle. C'est bien. Et ce qu'il dit, ça vient des cercles dans lesquels il travaille. Et donc lui, il est autorisé à le dire publiquement. Voilà. Alors moi, comme je l'ai dit au préalable, je pense que l'Afrique, pour l'instant, et c'est dommage, c'est encore un terrain d'expansion ou de projection des forces. Des grandes forces qui sont en train de se battre pour le rééquilibrage géopolitique dans le monde. Voilà. Vous avez l'Occident qui est un peu en train de décliner dans son influence. Vous avez la Russie et la Chine. Il y a même l'Iran aussi, la Turquie. Ouais, donc, ça montre que nous, en Afrique, on n'a pas encore une puissance continentale qui est capable, en fait, de protéger l'Afrique et ses intérêts, d'être comme une sorte de parapluie. Alors que potentiellement, on a la capacité. On a l'Afrique du Sud qui aurait pu. On a l'Algérie, le Maroc, on a le Nigeria. Mais donc l'Afrique fédérale. En fait, ce qui manque à l'Afrique, c'est une puissance continentale qui est capable, en fait, de projeter des forces pour assurer la sécurité, avec d'autres, bien sûr, du continent. Donc, on est obligé de faire appel à des puissances. Cependant, attention à la Chine et à la Russie. Oui, mais je m'en méfie. D'où le fait de faire naître l'Afrique fédérale. Parce que c'est ensemble qu'on est fort. Maintenant, je voulais vraiment revenir sur ce qu'il vient de dire par rapport au général. Moi, je pense que cette personne-là devait être traduite en justice. Il faut qu'on soit sérieux. Ça fait 6 siècles que nous sommes en guerre contre l'Occident. Et nous négligeons ça. Aujourd'hui, nous nous mettons là à discuter si le franc CFA est bon ou pas. Alors que des gens, en 2024, ils sortent dans des médias pour dire que leurs intérêts étant chez nous, il est nécessaire que même plus la France, parce qu'il sait que la France n'a plus de force pour venir nous faire quoi que ce soit. Il dit qu'il faut que l'Europe et la France prennent leurs responsabilités pour venir nous coloniser. Ce gars, ce militaire-là, il fallait le voir, il a peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'avant la conférence de Berlin, les Européens, là, ils étaient 400 millions, 420 millions. Nous étions en Afrique 120 millions. Aujourd'hui, nous sommes 1,4 milliard. Eux, ils sont 430. Ils ont peur qu'on leur fasse exactement ce qu'ils nous ont fait. C'était de la peur. Ce gars-là, il fallait le voir parler. Tu voyais quelqu'un de gêné et qui a peur. Maintenant, mon frère, c'est tellement grave. L'heure est grave. On ne peut pas continuer à être oppressé pendant 6 siècles sans construire l'Afrique fédérale, avoir une armée africaine et se préparer. Merci. Mais cependant, il faut qu'on soit clair. Il faut que l'Afrique s'inscrit dans une optique de paix conformément à la philosophie senghorienne. Universalisme est un humanisme. Et ça, c'est fondamental. Que les dissensions, qu'on transcende les dissensions, parce que c'est quand on est divisé que l'ennemi est content. Merci. Et il est content, il veut nous voir divisés. Et Richard, si vous le permettez, les amis de Senghor ont pleuré ces derniers temps parce que le 16 avril dernier, le patrimoine senghorien était encore mis aux enchères et l'État du Sénégal était obligé de se mobiliser. Et nous regrettons que l'œuvre de Senghor, une deuxième fois, soit livrée effectivement aux plus offrants. C'est quelque chose de regrettable. Parce que ce qui est paradoxal, le cœur battant du Senghorien est à Verson, mais pas en Afrique ni à Dakar.
et qu'une deuxième fois, que des maîtres chanteurs obligent l'État du Sénégal à acheter cher ce qui devait revenir de droit à l'État du Sénégal. Et j'aurais aimé également que le ministère de la Coopération, de la Culture ou de l'Éducation nationale français, en vertu du statut de Senghor qui était ministre d'Edgar Faure, ministre de De Gaulle, premier Africain agrégé en grammaire, membre fondateur de la francophonie, j'aurais aimé que le gouvernement de Macron fasse un signal fort pour effectivement acquérir ces biens et les restituer à l'État du Sénégal. Nous le regrettons et je le regrette en tant que président de la Fondation Senghor de France. Merci. Merci. Merci pour cet appel hein, que vous lancez. Alors, merci d'avoir participé à cette émission sur le Sénégal. Alors, beaucoup de questions nous sont posées par les internautes au sujet du Sénégal et du nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'une de ces questions posées par un internaute est de savoir si, effectivement, et ça circule en ce moment sur les réseaux sociaux, si effectivement le président sénégalais a promis une augmentation de 35% du salaire aux fonctionnaires sénégalais pour qu'ils prennent une deuxième femme. Alors, je tiens à rappeler ici que c'est un fake news. Le président du Sénégal n'a jamais promis cela, même s'il laisse à chacun la liberté de prendre le nombre de femmes qu'il veut. Ça, il aurait été amusant si le président avait 4 femmes. Il aurait été un peu amusant et même intéressant de voir que les Sénégalais ont désormais 4 premières dames. Ça ne serait pas un précédent. Jacob Zuma en Afrique du Sud. Parce qu'on avait 3. Oui, avec 3. Oui, voilà. On avait 3. Il en avait avec les garçonnières. Oui. Voilà. En tout cas, c'est un fake news. Le président sénégalais n'a jamais demandé ça à ses compatriotes. Merci à vous. Merci Merci pour cette émission. Et si vous voulez suivre à nouveau cette émission, rendez-vous sur www.nca-tv.com. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal.